Salut à tous, c'est la voix de Passe D. Aujourd'hui, on a eu le plaisir d'accueillir Lucas Ination, le capitaine du Luc Volleyball. Il nous a dédié 1 heure d'interview. Bonne émission! Lucas Nation, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est très heureux de te recevoir. Avec plaisir. Aujourd'hui, on va parler de ton sport, le volley. On va évoquer ton début de carrière au Luc. Mais j'aimerais d'abord commencer par le commencement. Tu peux m'expliquer comment tu as débuté dans le volley? Ok. Alors moi, mon père a joué au Luc et en équipe suisse avant. Donc on a toujours eu tendance à jouer un peu dans le jardin et tout. Mais lui, il voulait pas que je commence trop tôt. Il y a très peu de structure pour les jeunes et c'est un sport assez ennuyant. Ouais. Quand on est jeune, parce que c'est dur techniquement. Du coup, il m'a mis dans tous les autres sports, prof de sport aussi. Donc j'ai fait du hockey sur glace, du foot jusqu'à mes 15 ans en fait. Et au fur et à mesure, j'allais voir les matchs, j'allais avec lui, il m'emmenait et tout. Et après, il coachait. Je me souviens, je vais à un championnat suisse junior où lui, il coach. Et je me dis, ouais, l'ambiance, elle est trop cool. Enfin, les mecs, ils sont cool, tout le monde est sympa. Alors que dans le foot, ça devenait de plus en plus cette envie de percer chez les gens où t'as des gars qui s'insultent aux entraînements, t'as des trucs où c'était pas moi ce que j'appréciais. Et du coup, j'ai dit, je vais aller tester ça. Et j'ai adoré. Et à partir de là, j'ai toujours continué. C'est quoi les aspects qui t'ont le plus plu dans ce sport? À la base, c'était juste, c'était fun. T'as ce truc d'équipe, forcément, où c'est un sport où t'as qu'une touche. Donc, il n'y a pas un mec qui peut garder la balle et dribbler jusqu'au bout. Donc, t'es obligé, t'es dépendant pas mal des autres. Et quand t'es jeune, tu tournes, tu joues à tous les postes. Donc, tu dépends forcément de l'autre. Et du coup, ça crée cet esprit d'équipe un peu que j'avais aussi beaucoup dans le hockey, où c'est un sport de contact. Et du coup, forcément, les mecs, on essaye de se défendre et que t'as peut-être un peu moins dans le foot, j'ai l'impression, où ça devenait très individualiste, tout le monde voulait percer. Donc, tu as toujours été un gars orienté collectif? Ouais, alors je pense que c'est un peu dans ma nature. C'est vrai que j'en discute avec des gens qui font des sports individuels. Ils disent, je sais pas comment tu fais. Ta performance, elle dépend des autres. Et c'est vrai que je suis très compétitif aussi. Mais je pense que j'ai quand même ce truc. J'aime bien l'équipe, l'esprit d'équipe et travailler avec d'autres. Ouais. Et puis au foot, t'as joué jusqu'à quel niveau? J'étais jusqu'en C1, je crois. Ok. Parce qu'on allait en C-Inter. Je sais plus exactement si c'était pas l'équipe ou si qu'elle est en C-Inter. Et au hockey, j'étais aussi avec les plus grands à un moment donné quand j'ai arrêté. Même mon frère a commencé en même temps. Okay, ouais. Et au hockey, très tôt, tu vas dans toute la Suisse. Mes parents, ils ont dit, oh les gars, il y en a un qui doit faire un choix. Et j'ai dit, oh, pas de souci, moi j'aime bien le foot encore. Okay. Et voilà, du coup, ça s'est tout fait un peu comme ça. Et tu jouais sur Lausanne? Non, j'en viens de Concise, donc un bled voilà, entre Neuchâtel et Yverdon, où il y a pas mal de mecs qui jouent. Valentin Pilet, je pense, au hockey, et des gars comme ça qui viennent de là-bas. Arthur Sueur, un pote à moi au volley qui a joué en Roumanie. Okay. Donc on était plein de sportifs, si tu veux, et on sortait tout le temps. On allait faire des foot, des uni-hockey et tout. Du coup, c'était incroyable, ouais. Ouais, donc à la salle de sport, là-bas, il y avait un vrai niveau. Ouais, voilà, mais même le terrain de foot à côté de l'école, ou alors il y a les paniers de basket, on prenait les goals de uni-hockey. Mon père nous a organisé à la cave, il avait construit un espèce de terrain pour qu'on joue. Donc on invitait les potes en hiver, enfin clairement, tout le temps fait du sport, quoi. Et t'as dit donc que ton père, il a en quelque sorte pas voulu que vous fassiez du volley, ou il avait juste pas envie que vous commenciez trop tôt? Non, alors lui, dans tous les sports, c'était toujours, moi je vous pousse pas. Ouais. Si vous voulez réussir, après, par contre, je vais vous dire, vous avez besoin de bosser, donc il faudra faire ça. Mais moi, jamais je vais être le père derrière qui veut absolument que mon fils perce et qui va il aimait pas ça. Mais si on lui disait, j'ai envie de devenir meilleur, il dit, ok, alors mon gars, va falloir commencer à t'entraîner. Donc que ce soit au foot, il me poussait à m'entraîner plus le matin. Après, au volley, j'ai fait pas mal de passes seul contre le mur et des trucs, un peu plus redondants et embêtants, on va dire, mais par lesquels tu es obligé de passer si tu veux passer un cap, j'ai l'impression. Et du coup, ton frère, tu l'as toujours suivi? C'est toi l'aîné? C'est moi l'aîné. Ouais. Je sais pas si lui m'a suivi, mais au final, on a fait effectivement les deux la même chose. Il est venu au hockey, quand moi j'ai joué au hockey. Après, on a fait du foot. Lui, il est resté au foot aussi. Il a toujours été assez bon. Et au volley, il m'a même clairement surpassé. Enfin, très tôt, il était en Liga. On n'était pas au même poste. Ouais. Mais il a fait des titres. Alors, il a
joué en partie, mais il y avait encore un autre libéro, un étranger. Il D'accord. était très tôt en Ligue 1, en 1-2 ans, il est arrivé jusqu'en haut. Après, il a eu des commotions qui ont fait qu'il a dû arrêter, mais des trucs bêtes, même pas des ballons. Enfin, il a pris des ballons dans la tête, forcément. Ouais, parce que je me disais, au volet, des Ouais, commotions. mais il y a un mec qui lui est sauté dessus au service, il s'y attendait pas, le coude dans la nuque, et Ah ouais. il a sauté dans, tu sais, t'as les espèces de parois, il y avait un caisson derrière, et il va chercher un ballon en plongeant, et en fait, il finit la tête dedans. Ouais. Donc voilà, des trucs un peu cons. Maintenant, il pourrait rejouer, mais il a même plus envie, il a très tôt beaucoup investi. Et Ok. du coup, Ouais, il a découvert après des potes et tout. Et Quand tu dis très tôt, c'est vers quel âge? Lui, c'était vers 16 ans, il était en apprentissage, il y avait apprentissage sportif à la ville de Lausanne. Mais du coup, tu bosses quand même toute la journée et il s'entraînait quand même 1 à 2 fois par jour à côté. Et si tu veux, il avait un peu délaissé tout ce qui est potes et tout. C'était volley, aller dormir tôt le soir et tu recommences, travail et tu recommences la boucle à gogo. Peut-être qu'il s'est cramé un peu ou je sais pas, mais après, quand ça s'est arrêté, du coup, commotion. Il est arrivé et il a dit ah purée, en fait il y a les vacances avec les potes, il y a plein de trucs à faire et il a adoré ça aussi et du coup il s'est trouvé aussi dans ça. Voilà. On voit beaucoup, un peu dans tous les sports d'ailleurs, des parents d'enfants sur les bords de terrain qui sont très très investis et qui veulent que très vite les enfants ils atteignent un haut niveau. Est-ce que tu penses que le fait que ton père ait un peu ralenti le truc, ça t'a donné plus de feu maintenant? Ou c'était bien dosé? Alors clairement, je pense que le fait d'avoir fait plein de sports et qu'il m'ait pas poussé, par exemple dans le volley, et dit faut que tu fasses ça et tout, on en voit qui arrêtent très tôt, tu sais, quand parfois tu as les parents qui poussent trop, ils sont bons et tout, et tu sais pas, du jour au lendemain ça s'arrête. Moi, le fait d'avoir fait plein de trucs et tout, c'est fait que j'ai choisi, si tu veux. Et du coup, j'adore et je pense que ça te donne un peu du feu. Après, il y a aussi ce truc où il a joué dans ce sport-là. Et du coup, t'as envie de faire un peu comme lui et d'arriver au même niveau, quoi. Quand tu étais petit, t'allais voir ces matchs, par exemple, Alors, ça te motivait ou même pas? J'ai des histoires, mais je me souviens pas du tout. Tu vois, j'avais 2-3 ans où je m'échauffe avec eux dans la salle. Ouais. Mais au final, ils se marraient trop. En essayant de reproduire les... Ouais, voilà, je courais avec eux, je tournais les bras, je faisais des trucs comme ça. Je faisais les abdos alors que j'arrivais à peine à marcher. Et du coup, après, ils m'ont en gros dit faut plus qu'ils s'échauffent, les joueurs, ils n'arrivent pas à se concentrer. Le coach m'a viré, mais ça, j'ai aucun souvenir de ça. Okay. Moi, c'est plus après, il m'emmenait au match et c'est les générations d'après. Plus des choses qu'on t'a racontées, en fait. Ouais, voilà, exact, par rapport à lui. Et ta mère, le fait que tout le monde soit dans le volley, ça la saoule? Alors, elle le vit bien? Alors, il y a des phases, on va dire, mais elle est pas du tout compète. Zéro. Elle était physio, elle est allée avec l'équipe suisse d'athlétisme et des trucs comme ça. Elle me raconte des histoires où les mecs ils venaient chez elle faire la physio parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient se plaindre et qu'ils n'avaient pas besoin de... S'ils voulaient pas s'entraîner, potentiellement c'est celle qui allait leur dire ah ouais, fais une pause, tu sais. Ouais. Et du coup, elle a ce truc où à un moment donné c'est devenu trop parce que mon père était plus là. Et enfin plus là, il coachait aussi. Il nous a coaché en Ligue B. Après, il adore former les jeunes. Et tout, mais en gros, elle lui a dit à un moment donné, si tu prends un jour la Liga, là, parce qu'ils lui ont proposé, nous deux, tu sais, en gros, moi, là, c'est fini, je t'aime toujours, mais c'est bon. Et du coup, maintenant, ils font leur week-end de ski. Mon père, il arrive quand même pas à lâcher, hein. Il est toujours un peu en train de former des jeunes et tout, il adore ça. C'est la passion. Mais ouais, je pense s'il le fait pas, il explose. Ça tient pas non plus, tu sais, donc voilà, ils ont de l'équilibre maintenant. Et... qu'est-ce qui t'a apporté concrètement dans ta manière de te préparer, dans ta carrière? Je pense qu'il m'a amené ce truc où il m'a fait comprendre qu'il faut une certaine rigueur. Il faut passer par des heures d'entraînement, il n'y a pas le choix. Et lui, il a toujours dit, il nous l'a dit aussi aux joueurs quand on était avec lui, c'est si tu es vraiment un bon joueur, tu n'as pas besoin de coach. Enfin, dans le sens, c'est toi qui veux t'entraîner et c'est toi qui arrives à... Le coach, il accélère le truc, il te dit sur quoi tu dois bosser. Mais après, c'est toi, quand tu arrives à l'entraînement, est-ce que ton intention, elle est bonne ou est-ce que tu viens juste passivement et tu fais ce qu'on te dit. Et du coup, ça, très tôt, il me l'a dit. Et du coup, c'est vrai que j'arrive souvent à l'entraînement en essayant de travailler telle ou telle chose qui fait gagner du temps, c'est sûr. Et tu penses que tu as du coup un avantage sur les autres joueurs du fait que ton père soit un ancien ou... Je pense, ouais.
Après, quand lui me coachait, vu qu'il voulait pas être le papa poule et le gars qui pousse, il a toujours été très dur. Il t'engueulait presque plus. Voilà, c'est l'adolescence et moi, dans l'éducation, je suis pas trop le mec qui est fan de l'autorité aussi. Okay. Donc ça a pu poser quelques tensions. Maintenant, on s'entend très bien. Mais c'est là où ma maman aussi, au bout d'un moment, elle a dit les gars, vous rentrez, je veux plus entendre parler de volette. Mais donc tu t'es fait entraîner par ton père? Ouais, je me suis fait entraîner par mon père en Ligue B et en junior un peu. Ouais, j'avais tendance à, aujourd'hui, je réalise, à un peu trop répondre parfois, alors qu'il disait des trucs assez justes. Ouais. Mais on est toujours plus intelligent. Voilà, c'est sûr. Mais non, c'était cool. Franchement, c'était cool. C'était un bon coach aussi. Et on a appris beaucoup avec lui. Et il servait. Ouais, voilà, clairement. Ouais. Et par exemple, la variante du beach volley, ça a été une alternative que tu as envisagée ou c'était plutôt un truc d'été à faire avec les potes? Ouais, moi, ça a toujours été l'été avec les potes. Ici, on n'a pas de structure. En Suisse allemande, ils ont vraiment plus des clubs et ils jouent et ils font des structures. Là, ils commencent à avoir le Luke Beach qui s'est lancé. Mais moi, je jouais avec mon pote, là, avec Mathias, on jouait énormément, mais on allait prendre des gagnes. En gros, celui qui gagne, il reste sur le terrain. Oui. On allait faire ce système-là, ça, on adorait. Et nous, maintenant, ici, en Suisse romande, c'est plus comme la France, on joue beaucoup au 3-3, 3 contre 3 sur herbe, typiquement. Okay. En France, ils jouent aussi sur sable, et c'est un peu une variante qui ressemble beaucoup plus à la salle. C'est un peu un hybride des deux. Voilà, on a le droit aux feintes, on a le droit à toutes les règles de la salle. C'est même plus laxiste au niveau des règles. On peut porter un peu plus la balle et tout. Et du coup, nous, on joue beaucoup plus à ça aujourd'hui. Et du coup, le beach, pour moi, j'ai pris des licences. J'ai joué des championnats suisses juniors. Ouais. Mais déjà, on n'était pas assez bons, à vrai dire. Enfin, on s'est vite fait sortir parce que justement, nous, on faisait que des matchs, quoi. On s'est jamais entraîné. Donc, voilà. Du coup, pas une option vraiment. Et quand je discute avec les gens aujourd'hui, vu ma taille, franchement, les gars de ma taille, ils galèrent au beach. Donc c'est aussi une question de qualité, enfin d'attributs physiques. D'attributs physiques, c'est sûr. Parce qu'au beach volley, t'es deux et si tu réceptionnes, tu dois attaquer, quoi. Ouais. En gros. Alors maintenant, il y a de plus en plus d'attaques en 2 touches qui se font. Ils sont en train de révolutionner un peu le beach. Mais à la base, c'est ça. Et du coup, si t'es petit et que t'es un mec de 2m20 au bloc, faut trouver des coups. Après, il y a des mecs impressionnants en Suisse qui arrivent aussi. Là, récemment, il y a Yves Hausener, c'est un tout petit Suisse, il fait 1m76, mais je pense que c'est un des gars avec la plus grande intelligence de jeu que j'ai vu, même quand on joue en salle. Et lui, il se débrouille. Là, ils ont gagné un tournoi au Mexique, dans le sens où c'est faisable, c'est toujours faisable. Tu as toujours un ou deux ovnis, mais c'est plus dur. T'sais. Mais du coup, tu n'y as jamais pensé? Non, vraiment, le beach, non, ça n'a jamais été une option pour moi. Et du coup, à quel moment tu t'es dit, le volley, je vais vraiment me mettre à 100% là-dedans? Moi, c'est arrivé très vite, du coup, parce que j'ai commencé tard, vers 14-15, je pense, 14-15 ans. Et là, structure sport-études, très tôt. Et du coup, là, c'était 2 fois par jour. On était bon en junior avec le Luc. Et du coup, ça te donne envie de plus parce que tu commences à gagner. Et tu te dis, ah ouais, ça c'est cool, c'est des sensations que tu veux avoir de nouveau. Et là, tu te dis, on va continuer à pousser et on verra où ça mène. Je peux pas m'empêcher de pas rebondir sur la transition. Tu me l'as servi sur un plateau. Je crois que tu as amené un objet avec toi. Est-ce que tu peux nous expliquer en gros qu'est-ce que c'est? Ouais, alors c'est la médaille d'or au championnat suisse U19. Donc, alors pour certains et pour moi aussi, aujourd'hui, ça vaut pas autant en tant que... Mais sur le moment, c'est un truc où tu dis, ah ouais. Et c'est la seule en or que j'ai au final. En argent et en bronze, j'en ai... plein encore l'année passée en Ligue 1, on fait en bronze, mais c'est un peu l'objectif, c'est de retrouver cette couleur en or et d'aller nouveau chercher quelque chose. Et du coup, c'est pour ça que je l'ai amené. C'est vrai que c'est là où ça a un peu tout commencé, avec pas mal de mecs qui jouent en Ligue 1 encore aujourd'hui. Et ces émotions-là, quoi, t'as envie de les retrouver. Bien sûr. Surtout maintenant qu'on sait que c'est dur en plus. Oui. Est-ce que du coup, tu pourrais un peu dire que c'est à ce moment-là justement que tu t'es vraiment dit c'est le volley et rien d'autre? Je pense que c'est un peu avant, mais c'est à ce moment-là où tu réalises qu'il y a des trucs à aller chercher, où tu dis, OK, on est dans les bons. Ouais. Maintenant, voilà, on verra jusqu'où ça va. Mais à ce moment-là, tu crois en plus, l'année d'après, paf, on fait 2e. On va en finale et on perd en finale. Et là, tu commences à réaliser, OK, c'est pas non plus donné de faire chaque année. Il y a des clubs en junior, là, chez Nunverd, on perdait chaque année en M23, que ce soit en demi ou en finale contre eux. Et ils ont enchaîné 5 ou 6 titres d'affilée parce qu'ils avaient une génération de fous. Et du coup, tu te rends compte, c'est dur. Et je pense que c'est clair que c'est ça qui donne envie, par contre, qui te dit, ah ouais, vas-y, on va aller plus loin.
Et tu le places où, ce succès, dans ta carrière actuelle pour le moment? Alors aujourd'hui, je t'avoue que je pense que je le place assez bas, dans le sens où c'est junior. Tu sais, ça vaut rien. Tu as des mecs qui font rien aussi. Hein. Ils font des titres juniors et après, ils font plus rien. Parce que c'est beaucoup aussi, je dirais, pas le talent. Je sais pas à quel point ça existe, tu vois. Pour moi, c'est beaucoup, est-ce que tes parents t'ont mis dans le sport? Est-ce que tu as beaucoup touché de ballon? Est-ce que, voilà, c'est ça le talent au final. Mais du coup, ces mecs-là, disons ceux qui ont un peu moins besoin de s'entraîner dur et de travailler dur, ben, souvent, quand ça devient dur, tu les vois moins. Ils existent moins. Et du coup, je dirais que c'est pas forcément la plus importante des médailles. Je pense que l'année passée, on fait médaille de bronze, on a fait une finale de Coupe Suisse, où voilà, ben, c'est des trucs où c'est plus élevé, t'as plus de travail derrière aussi. Oui, donc ça représente plus d'entraînement, tu peux le voir dans ta tête, tu peux te souvenir à quel point tu t'es entraîné, alors que ça, c'est plus... Exactement. Bah, on était là, on était en bonne position. On avait une bonne équipe et on a réussi à tenir les matchs qu'il fallait et du coup, on a gagné. C'est plus symbolique, on va dire, c'est au niveau de la... Voilà, c'est l'or qu'on essaye de retrouver, quoi, qu'on essaye d'aller chercher. Donc tu l'accroches quand même en mode je veux retrouver. Alors, pour tout te dire, celle-là, elle est au fond d'une armoire. Tout au fond d'une armoire. Je suis pas du tout matérialiste dans ces trucs-là. Voilà, j'ai pensé à celle-là pour aujourd'hui, mais je sais pas, je prends un peu les trucs au jour le jour et comme ça vient chaque saison, parce que ça dépend tellement de facteurs. Que bah voilà, tu essayes de bosser, tu essayes d'aller le chercher, mais tu sais jamais. Juste pour me rendre compte, de cette équipe, il y en a combien qui sont encore à faire du volley actuellement? Alors, environ. Il faut que je les compte environ. Dans les grandes lignes. Dans les grandes lignes, alors il y en a certains qui ont arrêté très récemment, mais là, je dirais sur le terrain, il doit y en avoir 3 qui jouent encore, si tu veux. Parce qu'au volley, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui arrêtent tôt aussi, je me rends compte. Mais qui sont arrivés en Liga, je pense qu'il y en a 8, un truc comme ça, sur les 12. Là, c'est déjà pas mal. C'est un bon nombre, quoi. Donc, ouais. Parce que comme tu l'avais expliqué, je pensais qu'il y en avait peut-être quoi, 2, 3. Non, alors je parlais plus en général au niveau de ces gens qui font des titres en junior. Là, au Luc, c'est vrai qu'il y avait une bonne structure et ça a continué. Et les gens, après, qu'ils soient restés au Luc ou ailleurs, enfin, il y a pas mal de joueurs qui ont fait une carrière correcte ou qui ont joué sur des terrains de Liga. Et ensuite, tu es passé par 2-3 clubs, je crois, avant de revenir maintenant au Luc. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, comment ça s'est déroulé? Ouais, alors je suis allé en Ligue B à Lutry d'abord, parce qu'il n'y avait pas de place au Luc. Tu as des joueurs qui étaient plus âgés, qui étaient meilleurs et tout. Et du coup, moi, je cherchais à passer le cap parce que c'était vite bloqué en 2e ligue, on va dire, c'est 4e division, où là, tu joues avec les jeunes, tu joues contre des adultes. Au bout d'un moment, tu as envie de te mesurer à plus et de voir ce que ça donne. Et du coup, c'était bouché au Luc. J'étais allé jusqu'à Berne. Potentiellement, j'étais prêt à aller jouer là-bas, à la passe. Et là, il y a Jérôme Corda, qui est un coach à Lutry, qui m'a repris après en Liga aussi, ma première année en Liga à Lutry, qui m'a dit, bah, viens chez nous et tout. Et j'ai beaucoup joué, alors qu'il y avait aussi un autre passeur qui était plus expérimenté. Mais il m'a beaucoup fait confiance, il m'a beaucoup fait jouer. Et je pense que à chaque fois, c'est le cap qui m'a fait passer. Donc, je suis allé pour le temps de jeu et pour être dans une ligue supérieure, quoi. Et du coup, le fait de côtoyer donc un passeur plus expérimenté, est-ce que ça t'a apporté quelque chose? Là, il faut que j'y réfléchisse. Alors, est-ce que tu apprends au contact de joueurs plus expérimentés ou... Alors, je pense que ça dépend. Tu vois, là, en Ligue B, c'est des joueurs expérimentés en Ligue B, si tu veux. Donc, c'est pas avec eux que tu apprends au niveau de la personnalité, au niveau de comment ils sont avec les gens, mais au niveau technique et tout, tu n'apprends pas forcément autant. Mais quand tu commences à arriver en Liga, que tu as des pros qui étaient à l'étranger toute leur carrière, qui ont fait ça toute leur carrière, là, tu apprends des trucs. Là, tu es vraiment sur, que ce soit au niveau de la prépa physique, au niveau du sérieux et tout, tu comprends que il y a des caps avant d'être à ce niveau-là, quoi. D'ailleurs, tu as fait la plupart de ton temps quand même au Luc, qui est quand même une institution du volley suisse. On arrive assez vite à penser à ce club-là. C'est clair. Est-ce que le fait que ça soit un cadre assez habitué au volley, ça t'a aidé? En quoi le club il joue un rôle dans ta progression? Alors moi, il joue clairement un rôle. Je pense qu'on a de la chance depuis que Max Giacardi est arrivé, qui est un coach italien pro. Du coup, l'année où je pars à Lutry, ou une année avant, je crois qu'il arrive. Et lui, il a vraiment mis en place, les gars, avec moi, par contre, il y aura 2 entraînements par jour. Ça va être... la structure devenait de plus en plus pro.
si tu veux. Du coup, ça s'entraînait matin et soir. Et nous, vu qu'on était juniors, on a baigné là-dedans et on s'est habitué à ça, si tu veux. Et du coup, on s'entraîne comme des pros malgré les études, les trucs. Il y a tout le monde qui... Et du coup, il y a cette histoire du Luc où tu as des gens aussi qui sont autour, qui sont là depuis longtemps, qui permettent de structurer tout ça et qui s'y connaissent aussi. Et tu as cette passion pour le volley, des bénévoles et des gens qui travaillent gratuitement sans qui ce serait pas possible. Donc c'est sûr que ça t'amène aussi ça. Et tu arrives dans la salle, tu as toutes les dates des titres et tout. Et tu vois, ah ouais, il y en a quelques-uns quand même. Et puis après, tu vois, purée, il y en a 5 où c'était mon père en plus. Et tu dis, bon, ok. Mais ouais, non, du coup, oui, c'est sûr que ça amène quelque chose d'avoir une structure comme ça et un club avec une histoire. Est-ce qu'il y a une certaine pression ou c'est pas très important? Je pense qu'il y en a une, dans le sens où c'est un club qui veut retrouver les titres. Et quand nous, on était jeunes, justement, quand ce coach est arrivé, là, le coach italien, ils font 2 titres consécutifs, direct. Nous, on se dit, ah purée, tu vas en Liga, tu gagnes, tu sais. Ah, ça fait un petit moment que ça gagne plus et voilà, mais du coup il y a un peu cette pression où on a envie de faire quelque chose. Après, faut être réaliste avec les budgets, les équipes et tout. Naturellement. Mais quoi qu'il arrive, on va toujours pour gagner. Enfin, c'est un club qui est là qui veut gagner et qui se contente pas de moins. Et puis après, à la fin, on tire un bilan et on essaye de faire, on regarde si on a fait au mieux ou pas. Mais à la base, oui, c'est quand même cette envie de gagner, cette pression du titre. En tout cas, pour moi, peut-être pour d'autres joueurs moins. Je pense que ça dépend un peu de l'histoire de chacun. Mais pour moi, clairement, ouais. Et toi, tu mettrais quoi au-dessus dans ta progression? Est-ce que c'est le fait de jouer beaucoup comme tu as fait à Lutry, par exemple? Ouais. Ou plus des bonnes infrastructures comme il y a au Luc, justement? Ouais. Alors, je pense que ça dépend. Il faut des deux. Parce que si tu es sur le banc tout le long, tu commences à devenir fou. Et pour le moral aussi. Ouais, voilà, pour le moral. Moralement, tu as peut-être moins de motive au bout d'un moment. Mais en même temps, l'avantage du Luc, c'est cette structure. Et du coup, de s'entraîner aussi à haut niveau. Parce que parfois, dans les plus petits clubs, le problème souvent que tu as, c'est que tu as un 6 de base qui est très fort. Ouais. Et tu as des remplaçants où c'est plus compliqué, on va dire, où tu en as forcément qui jouent bien, mais tu as moins chaque soir à l'entraînement où ça se tape dessus et c'est serré. Et du coup, tu peux interchanger des joueurs, tu as des trucs comme ça. Même si forcément tu as les pros qui sont au-dessus, les Suisses, en fait, ils sont quand même bons. Et en plus, on a tous ces juniors, la Ligue B, qui fait que si tu es un blessé, tu as toujours un mec que tu peux aller chercher. Tu es 12 aux entraînements. T'es pas d'un coup il manque des mecs et le coach il doit improviser. Donc je pense que t'as un peu des deux où effectivement moralement, en tout cas un mec comme moi, je sais que le banc c'est vite un truc qui me frustre et j'ai envie de plus et je vais aller le chercher. Du coup j'ai besoin de jouer au bout d'une certaine période, mais en même temps c'est clair que le niveau d'entraînement, enfin il y a pas de miracle quoi. C'est comme si tu jouais 5 matchs par semaine contre une bonne équipe ou une fois par semaine. Du coup, automatiquement, ça te fait progresser. Après, quand j'étais à Lutry, je m'entraînais toujours les matins au Luc. Ouais. C'est des clubs partenaires ou Ouais, c'était un peu partenaire dans le sens où ils se connaissaient bien. Mon père connaissait bien le coach aussi qui est à Lutry. Et du coup, moi, j'ai demandé au coach italien si je pouvais venir le matin. Et lui, il m'a dit, pas de souci et tout, viens. Et du coup, j'allais encore le matin avec eux. Donc, coach italien qui venait d'un pays quand même assez culturellement volley. Ouais. Même si c'est pas la première image qu'on associe à l'Italie forcément sportivement. Mais qu'est-ce que ça apporte en tant que jeune volleyeur d'avoir un coach étranger qui apporte, je sais pas, quelque chose de nouveau tactiquement, techniquement? Ouais, alors déjà, tu as une culture et alors après, forcément, c'est un pays du volley. Mais après, tu as toujours les personnalités aussi. Ça peut varier beaucoup. Mais lui, c'était un fou. J'ai jamais vu ça. Il dormait dans la salle de gym, genre sur la table physio, parce qu'il analysait les matchs jusqu'à 1h du mat et il s'endormait sur son ordi. T'sais. Et du coup, ça fait le truc où lui te demandait beaucoup, mais vu qu'il lead par l'exemple, tu dis pour lui, je suis prêt à lui rendre. C'est pas le mec qui te demande de tout faire et après, lui, t'as l'impression qu'il fait rien. Donc, ce truc-là, voilà. Et après, il avait des connaissances au niveau technique ou dans le sens, il était souvent assistant avec les meilleurs au monde. Lorenzetti, qui est aujourd'hui à Perugia, lui, il est assistant là, maintenant, dans le meilleur club au monde, si tu veux. Selon moi, enfin, ils ont des joueurs. Tu
peux interchanger tout le monde, c'est la folie. Dans le championnat italien, du coup, avec le plus gros budget, je pense. Et là, il est assistant là-bas. Il était déjà avec Lorenzetti avant, donc avec cet entraîneur-là. Et du coup, il a amené toutes ses connaissances techniques de ce gars-là aussi. Après, il était avec Piazza en équipe nationale. Bref, un autre grand coach international italien. Et du coup, il a amené pas mal de trucs qui venaient d'eux. Dans le sens où lui, c'était pas forcément un volleyeur. Ça, couplé à sa rigueur au niveau du travail, ça fait que voilà, tu progresses de fou. Enfin, et on en parlait avec d'autres joueurs qui sont partis maintenant ou qui étaient ailleurs. J'ai croisé un des joueurs d'Amrisville où il m'a dit, lui, c'est un international allemand. Du coup, c'est un mec qui a joué depuis ses 16 ans, je crois 18 ans, il était en équipe nationale et il a fait plein de clubs et tout. Et lui, il m'a dit, c'est le genre de coach qui te manque une fois qu'ils sont partis. Parce que sur le moment, des fois, t'en peux plus. Hein. T'es au bout. T'es au bout. Tu t'entraînes tellement et voilà. Mais non, c'est sûr, c'est un des mecs qui nous a fait le plus progresser. Et puis lui, tu sais qu'est-ce qui l'a amené à Lausanne, du coup ? Alors, ce qu'il a amené, déjà 2 titres, c'est déjà pas mal. Et après, en plus, c'est ce que je te dis, au niveau du professionnalisme, il y a eu un pas qui a été fait dans le sens où au niveau du nombre d'entraînements, au niveau des nombres de gens aux entraînements le matin aussi. Parce que, voilà, et ouais. Je pense que la question c'était comment il s'est retrouvé lui à entraîner Lausanne. Comment il s'est retrouvé, qu'est-ce qui l'a amené j'ai cru qu'est-ce qui l'a amené, ma faute. Du coup alors je pense qu'il était assistant en Italie et au bout d'un moment tu veux être premier et il te faut une première expérience. Vu que c'est pas un ancien joueur ou un mec avec un bon CV et tout, tu vas pas directement avoir un poste en Italie. Et il avait eu, je crois, le Qatar en équipe nationale, des trucs comme ça. Et du coup, je pense que c'était surtout une opportunité pour lui d'avoir une expérience comme premier et de coacher comme premier. Ouais, exactement. Après, à voir s'il va refaire premier. Là, maintenant, il est assistant là-bas. Mais je pense que c'est toujours c'est nouveau, c'est pareil. T'es l'assistant, t'es pas le mec qui gère tout. Donc, il y a moyen qu'il recoach. Peut-être pas en Suisse, du coup, je pense à plus haut niveau, mais ouais, je pense que c'est ça qui l'a amené ici. Parce que le championnat suisse, c'est quand même quelque chose à mettre sur le CV ou pas tellement? Alors, ça dépend. Comment est la réputation du championnat? Je pense qu'en Suisse, il faut gagner, si tu veux. Au niveau de la réputation du championnat. Lui, il nous disait toujours, c'est fou la réputation qu'a ce championnat parce que les joueurs qui sont là, ils sont bons. Enfin, les étrangers qui sont là, ils sont bons en tout cas. Et du coup, il a dit, en fait, c'est à cause de l'équipe nationale, si tu veux. Maintenant, ils ont joué au championnat d'Europe contre l'Italie où ils ont fait un bon match, l'équipe suisse et tout. Ça a fait que, finalement, les Suisses, ils sont pas si nuls. Mais à la base, la réputation du championnat, on va pas se mentir, c'est pas fou. Enfin, maintenant, tu as Neuchâtel chez les filles qui a fait une finale de Coupe d'Europe. Donc, je pense qu'il y a gentiment 2-3 pays qui font mais en fait, ils savent jouer au volley là-bas. Mais disons que je pense qu'au niveau répute, on n'est pas. Enfin, c'est pas flamboyant. C'est juste que souvent, tu joues la Coupe d'Europe et ça, par contre, c'est une vitrine. Ou qu'est-ce que tu fais en Coupe d'Europe? Et avec lui, on a fait un quart de finale en Coupe d'Europe. Donc, voilà. Ça, c'est les vitrines. Et après, c'est est-ce que tu gagnes? Et puis, voilà. En gros, j'ai l'impression. Le Luc, il a connu il y a quelques années un gros rajeunissement de l'effectif. Et par ce processus, tu es devenu capitaine. Qu'est-ce que ça change pour toi d'être capitaine de l'équipe ou d'être un simple joueur Alors, je pense que je sais pas si j'ai ça dans le sang ou comment ça se fait, mais au foot, je l'étais déjà. Beaucoup chez les juniors. Donc moi, c'est plus un truc naturel où là, c'est les joueurs qui ont voté en soi. À la base, la fois où ça a été moi. Et puis depuis, on n'a pas vraiment revoté. Enfin, cette année, c'était juste renouvellement en tant que capitaine. Moi, ça ne me met pas plus de pression que ça. J'essaie juste de faire en sorte que, voilà. Tu n'apprends pas les matchs différemment? Non, absolument pas. Et je pense que le gros avantage que moi j'ai en tant que capitaine, c'est que je connais toute la structure depuis longtemps et je connais un peu tout. Donc je fais aussi le lien entre les comités, les trucs. Je pense que c'est l'ancienneté dans le club qui a joué un rôle. Ça a joué un rôle et puis après c'est au niveau personnalité. C'est vrai que je suis quelqu'un qui a tendance à beaucoup parler. Je sais pas si on le voit ici, mais j'aime bien parler. Et du coup, sur le terrain aussi, je suis quelqu'un qui va aller vers les autres, qui est plutôt extraverti. Donc toutes ces choses-là. Motivateur, tout ça. Ouais, voilà. Donc tu as aussi un rôle de comment on dit, de bienvenue pour les nouveaux joueurs, de les faire intégrer l'équipe. Ouais, de les faire intégrer. Ouais, je pense. Après,
j'ai l'avantage de parler allemand en plus. Donc s'il y a des Suisses allemands qui viennent ou quoi, je peux aussi faire le lien. Au niveau de l'anglais, je me débrouille assez bien. Donc j'essaye de leur présenter. Enfin, vite, on me demande aussi au niveau du comité, tu peux lui montrer des trucs. Ou moi, j'explique un peu comment ça marche, ça c'est sûr. Ouais. Tu as aussi intégré l'équipe nationale. Est-ce que c'est un gros step dans ta carrière ou qu'est-ce que ça représente Alors, de jouer avec la Suisse? Moi j'en avais envie. C'est vrai qu'en Suisse, tu as ce problème où tu as beaucoup de gens qui bossent ou qui parfois ont juste pas envie. Ou l'équipe suisse, c'était pas un truc pour tout le monde qui est un but énorme. Après, les Suisses allemands, j'ai l'impression beaucoup plus. Ils y vont. Pour moi, c'était un but. Enfin, j'avais envie au moins de voir ce que c'est. Et du coup, je suis passé. Après, finalement, ils ont gardé les 2 autres. Donc, on était 3, ils ont gardé les 2 autres. Et pour moi, c'est quand même un but, c'est sûr. Là, il y a maintenant qu'ils jouent des Coupes d'Europe, des championnats d'Europe, je veux dire. Championnats d'Europe, ils ne jouent pas plus pour l'instant. Et là, il y a les qualifs cet été encore. Après, c'est pour l'année prochaine. C'est sûr que c'est un but pour moi, les championnats d'Europe. J'aimerais bien pouvoir vivre ça, avoir cette expérience. Ouais. J'ai lu que ton frère s'était laissé la possibilité d'aller avec l'Allemagne, mais c'est vieux ou c'est toujours d'actualité? C'était vieux. Comme je te dis, il joue plus. Hein. Mais du coup, pour lui, il s'est dit, moi, je veux aller au plus haut possible. Et justement, l'Allemagne, c'est Jeux Olympiques, c'est tout le reste. Et il s'est dit, je suis jeune, je suis déjà en Liga. Je suis avec ce coach qui me pousse. J'ai pas envie de me limiter. Et après de me retrouver en Suisse, et une fois que j'ai joué avec l'équipe nationale, plus pouvoir changer. Et voilà, je suis bloqué, on ne va pas plus haut parce que potentiellement les autres n'ont pas les mêmes ambitions ou ne travaillent pas autant ou quoi que ce soit. Et finalement, je crois qu'à la fin, ils ont réussi à l'avoir en équipe suisse. Je ne sais pas s'il a joué des matchs. En tout cas, il a fait les camps d'entraînement. Ouais. Mais non, du coup... Et toi, t'as toujours été suisse? Moi, disons que je suis assez réaliste, on va dire. Là, j'ai 26, 27 ans, tu vois. L'année passée, ils m'appellent la première fois. Vouloir aller en Allemagne, les mecs, c'est des monstres. À mon poste, c'est des monstres, même aux autres, en fait. Et du coup, j'ai dit non, mais franchement, si j'ai l'occasion déjà en équipe suisse, c'est déjà cool. Et puis, voilà. Moi, je veux juste faire tout ce que je peux dans le sport, tu sais. Arriver au bout parce que tu sais que tu n'as qu'une chance dans la vie entre 20 et 35, on va dire. Et puis tu dis, vas-y, on regarde tout ce qu'il y a à faire. Et puis du coup, j'ai dit, non, clairement, s'il me demande, j'y vais. Ça, c'est sûr. Dans ton parcours, il y a eu aussi un passage en sport-études. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que tu as voulu faire ça parce que tu te voyais pas peut-être à 100% dans le volley? Ou comment tu es arrivé dans cette structure? Je suis arrivé dans cette structure parce qu'en fait, on a déménagé à Lausanne. Ça s'est bien fait en même temps. Mes parents ont déménagé à Lausanne au moment où moi, je rentre au gymnase. Ouais. Parce que mon père a eu un nouveau job à l'Uni. Et ma mère voulait toujours retourner ici. Je suis né ici, après on allait à Concise vers 3 ans. Okay. Et du coup, il y avait Gymnase Auguste Picard, où il y a la possibilité de faire sport-études. Et du coup, moi, scolairement, c'était toujours très facile. Donc, j'avais aucun souci On faisait 8h midi et l'après-midi, on s'entraînait. Pour moi, c'était le paradis. Oui. Enfin, j'ai moins besoin d'aller à l'école. De toute façon, j'aurais pas de problème pour réussir et je peux m'entraîner plus. Donc, vas-y, go, on y va. J'ai pensé que c'était une surprise, c'était une blague. Ouais, j'étais là, royal, vas-y, on y va. Et du coup, c'est sûr que après, ça t'amène beaucoup parce que tu peux t'entraîner 2 fois par rapport aux mecs qui s'entraînent que le soir. Et c'est des entraînements plus techniques. Donc c'est là où, pour moi, tu progresses beaucoup, surtout quand tu es jeune. Et l'adaptation, quand tu es arrivé là-bas, est-ce que tu as ressenti une différence en termes de ta progression ou pas direct? Ouais, je pense quand même, au niveau sport-études. Parce qu'en fait, c'était souvent des joueurs de Liga qui venaient coacher le sport-études l'après-midi. Okay. Pour faire un peu d'argent en plus, ou comme ça, des pros, par exemple. Et du coup, il y avait un passeur américain, je me souviens à l'époque, et d'autres gars qui sont venus. Et du coup, ça a amené pas mal où ils t'apprennent des trucs. Et surtout en tant que passeur, toujours bien d'avoir un passeur qui te coach parce qu'il te donne les conseils sur des trucs que d'autres voient même pas ou savent pas. Et du coup, ça m'a amené pas mal. Et puis après, t'es dans ce milieu aussi où il y a que des sportifs dans ta classe ou des musiciens, mais c'est que des gens qui font à fond, quoi. Ouais. Et dans cette structure, il y avait combien de joueurs de volley? Nous, on était sur les 3 années réparties, on devait être 4. Et il y avait des filles. On s'entraînait mixte l'après-midi. Oui. Souvent.
Parce que, voilà, techniquement, elles étaient fortes aussi. Donc, vu que c'était technique, c'était pas une question de jouer, parce qu'après, tu as des problèmes de hauteur du filet et tout ça. Certes. Mais du coup, on se débrouillait très bien comme ça. Et puis, ouais, c'était cool au final. Mais c'était organisé à l'interne ou vous aviez des partenariats avec des clubs qui venaient faire des entraînements avec vous ou qui vous intégraient dans leurs sessions d'entraînement? Non, c'était le Luc. C'était vraiment au Luc. Et puis après, tu avais les filles, c'était de Cheseaux. Et les filles de Cheseaux venaient parce qu'il n'y avait pas vraiment d'entraînement chez elles l'après-midi. D'accord. Et ils ont essayé de mettre ça en place parce que ça fait sens quoi, de s'entraîner 2 fois. Donc, Et est-ce que tu penses que la structure, elle était bien, elle t'a permis de développer à 100% ce que tu aurais pu faire ou il y avait des manques Je pense que c'était bien, honnêtement. On a déjà commencé la prépa physique, on s'entraînait 2 fois par jour. Après, tu peux toujours faire mieux, mais franchement, je vois pas vraiment où, comment. Et puis après, c'est juste qu'ils te laissent assez libre. Mais moi, ça m'allait très bien, tu sais. C'est en mode, vous rattrapez les cours. Vu que vous avez moins de cours, vous faites en sorte, parce que c'est en 3 ans, comme les autres. Et au final, on fait les mêmes exas. Donc à un moment donné, t'es très débrouille, mais t'apprends à être débrouille. En même temps, t'es sportif. Donc c'est un peu ta habitude de structurer ta vie et de gérer. Du coup, non. Pour moi, c'était bien comme ça. Et ça, tu penses qu'il y a tout le monde qui le vit de la même façon? Et t'as vu qu'il y en avait d'autres qui avaient un peu plus de peine peut-être? Non, t'as des gens qui... En fait, si tu rates la première année, t'es plus en structure sport-études. Et du coup, t'as des gens moins scolaires et tout. C'est vite plus compliqué. Tu vas t'entraîner 2 fois. Et après, ça dépend du sport aussi. Oui. La natation, c'est un truc de fou. Ça prend beaucoup plus de temps. Les mecs, ils vont le matin, à 5h, ils vont faire un premier entraînement. Ils arrivent en cours, et ils sont déjà comme ça. Et après, ils vont muscu à midi et ils s'entraînent le soir. Je sais pas comment ils tiennent. Après... Voilà, c'est des gens qui ont tendance peut-être à plus arrêter aussi parce que tu vois qu'il n'y a rien au bout. Enfin, c'est pas des sports autant fun. Et puis après, tu as des gens moins scolaires où juste c'est plus compliqué, quoi. Quand t'as pas l'accompagnement derrière ou voilà, c'est débrouille-toi. Et tu veux faire ça, vas-y. Ma foi, tu trouves un moyen, tu sais. Donc, Et toi qui as connu les deux, c'est quoi la différence entre une salle de classe avec que des sportifs et une salle standard, si j'ose dire? Alors, j'avoue que j'étais plus jeune dans les salles standards. Le seul truc, c'est, je dirais, en sportif, t'as pas envie de prendre des heures d'arrêt, typiquement. C'était un entraînement, donc fait tuer par les parents, par le coach, par le club. Disons que t'essayes de moins faire de grosses conneries. Après, souvent, les sportifs, quand même... c'est pas toujours les plus scolaires, on va dire. On aime bien ça rigole bien. Ouais, ça rigole bien. C'est toute la classe qui est au fond de la classe. Voilà, t'as les musiciens un peu plus devant. J'ai très stéréotypé, mais t'as un peu plus les pianos, violons et tout. Ils sont très carrés et tout. Ils sont là devant. Et puis t'as les sportifs derrière. Ça se marre bien. Non, c'était cool. Franchement, c'était trop bien ce gymnase. J'ai des potes, on est encore en contact aujourd'hui. C'est parmi mes meilleurs potes. Et ils faisaient d'autres sports, mais tu t'entends bien et tu te comprends, donc c'est cool. Ouais. Et maintenant que tu es à l'Uni, ça se passe comment, répartition entre sport et études? Alors, à l'Uni, il y a un cadre sport-études qui est mis en place aussi pour les athlètes d'élite. Donc, en gros, pour moi, c'est avantageux parce que je suis en sport. J'étudie en sciences du sport et en sciences du sport, du coup, on a des pratiques sportives. Et il y a souvent 3 créneaux à choix. Et du coup, moi, j'ai le choix. Les autres, c'est imposé. C'est genre par ordre alphabétique. T'es dans le groupe A, B ou C. Et puis après, débrouille-toi avec tes cours, en gros, un peu. Moi, du coup, par rapport aux entraînements, je pouvais choisir d'être dans le groupe A, B ou C à chaque fois pour les pratiques. Donc ça, c'était cool. Et après, ils t'offrent l'opportunité, en gros, de faire plus de semestres pour réussir ton bachelor ou ton master. Donc tout est bien aménagé pour pas handicaper la progression. Voilà, exact. Mais ça se limite surtout à, on vous laisse plus de temps. Moi, à mon avis, je pense que filmer les cours, typiquement, ce serait un truc cool. Moi, je me plains pas parce que je suis en Suisse et que j'ai l'Uni à 200 mètres de la salle de gym, je dirais. Oui. Du coup, quoi qu'il arrive, je peux vite aller, je peux même faire une demi-heure de cours, me barrer. Après, mais en gros, là, comme c'est mis en place, c'est beaucoup, tes potes, ils prennent tes notes. Oui. Au pire, tu te débrouilles avec les PowerPoint ou avec les scripts que tu as, les notes des autres années. Mais c'est très...
tu te débrouilles. Et sinon, tu fais vraiment un cours par année ou 2 cours par année. Et puis, tu fais juste un nombre infini de semestres pour finir. Mais c'est déjà cool d'avoir l'opportunité. Je pense qu'il y a des axes d'amélioration, clairement. Hein. Quand tu vois d'autres unis où tout est filmé, nous, on a un joueur qui vient de Berne. Il est jamais à l'uni. Son auditoire, il est plein quand même. Parce que la peur à l'uni, j'ai l'impression, c'est que les gens viennent plus dans l'auditoire. Mais les auditoires, ils sont pleins, même quand les cours sont enregistrés. Ouais. Et lui, il fait ses cours l'après-midi. En gros, il vient le matin à l'entraînement et l'après-midi, il est à la banane, et puis, enfin, la bibliothèque du coup de l'Uni, qu'on appelle la banane, et il révise là-bas. Et puis voilà. Du coup, moi, je pense que c'est un truc qui pourrait être mis en place au moins 10 ans pour les sportifs élites, qu'ils aient accès à ça. Et puis, parce que les caméras, elles sont là depuis le Covid. Donc, à un moment donné, maintenant, les profs maîtrisent. Voilà, exact. Ils sont plus débutants en informatique. Ouais, voilà. Donc, je me dis, tu actives ton enregistrement, qu'est-ce que ça demande vraiment? Mais il y a des problèmes d'image, plein de trucs. Après, voilà. Moi, c'est mon avis, mais on va. Et pour revenir à cette structure sport-études, est-ce que c'est tes parents qui t'ont motivé à faire ça ou c'est toi qui t'es dit c'est bien pour moi Alors, je savais qu'il y avait par des gens plus âgés ou des mecs, typiquement Valentin Pilet, je crois, était passé par là aussi. Après, lui, typiquement, c'est un qui finalement a fini à Beaulieu. Je ne sais plus exactement ce qui s'est passé. Ouais. Mais du coup, je savais que ça existait. Et mon père aussi. Et du coup, il a dit, mais toi, c'est clair, il faut que tu fasses ça. Enfin, de toute façon, à l'école, j'ai aucun souci pour toi. Et puis, tu veux t'entraîner. Donc, vas-y, go. T'sais. Enfin, oui, on plaisir. peut tenter. Et puis, ouais, c'est ça. Mais il y avait rien que pour le fait de ne pas devoir aller à 100% à l'école. Fallait pas te le dire 2 fois. Quoi. Ouais, exactement. Disons que je prenais beaucoup de remarques, mais pas parce que j'étais l'élève qui. Perturbateur. Ouais, perturbateur, full. C'est plus. Au bout d'un moment, je m'ennuyais. Et puis du coup, je finissais par parler. Okay, ouais. Mais du coup, c'était tant mieux si ça allait plus vite un peu. Ouais. Est-ce que le fait que le volley, ce soit un sport où c'est compliqué après de gagner sa vie, ça t'a un peu obligé à faire des études ou ça t'intéressait de toute façon? Non, alors les études, effectivement, ça, les parents, c'est un peu un non négligeable. C'est soit tu bosses, soit tu dois avoir une formation. Okay. Parce que le volley, c'est sûr que pour gagner de l'argent, et même tu vas jouer à l'étranger, si tu vas en France, en Allemagne, qui sont déjà des très bons championnats, souvent ils arrivent à 40 ans, il faut commencer à bosser. Donc quoi qu'il arrive, il faudrait une formation, sinon tu te retrouves dans un boulot que tu n'as pas envie et tout. Et là, je pense que tu vrilles. Du coup, pour moi, ça a toujours été logique de le faire. Et j'adore ça. Enfin, mes études, c'était trop cool. Vu que j'adore le sport, c'était vraiment aligné avec ce que je voulais. Je suis passé par d'autres trucs. J'ai essayé médecine. Là, justement, je me fais appeler la première fois en Liga. Quand il y a le coach italien, on s'entraîne 2 fois par jour en plein décembre, au moment où tout le monde révise. J'ai dit, allez, bise, ça, c'est pas pour moi. Et au final, je pense que le sport, c'est ce que je voulais toujours faire. Mais déjà que je faisais du volley, je me suis dit, je ne vais pas encore faire prof de sport comme mon père. Okay. C'était un peu, je ne veux pas tout faire comme mon père. Et au final, c'est ce que j'aime. Donc voilà, je l'ai fait. Ouais. On va passer maintenant à la suite. Le déroulé d'une saison de volley, pour toi, maintenant, ça se passe comment? Alors, on a la prépa qui commence mi-août. On commence à jouer fin septembre, début octobre, suivant le nombre d'équipes. Ouais. Ça se finit en avril en principe. Après, ça dépend un peu où tu finis, quoi. Si tu vas jusqu'en finale ou pas, ou en demi au moins. Et du coup, c'est championnat régulier. Ensuite, là, il y a un système qu'ils ont mis en place parce ils n'arrivent pas à 10 équipes. C'est dur au niveau budget d'arriver à 10 équipes. Et du coup, là, on est 9. Du coup, tu as des pré-playoffs où tu as déjà 6 équipes sélectionnées. Okay. En gros, c'est des play-in, comme il y a dans pas mal de sports maintenant. Et tu as les 2 premiers directement en demi. Et ensuite, tu as le 3e qui joue contre le 6e, le 4e contre le 5e. Okay. C'est ça pour l'instant. Maintenant, là, il y a Sourzé aussi qui redescend, qui ont eu une saison, c'est compliqué. Tu vois, tu montes en Liga, ils ont fait 1 point en saison régulière. Après, à la fin, ils ont fini, je crois, par encore en gagner 1 quand même. Et du coup, ils descendent. Là, il y a 8 équipes. J'espère que ce sera 1er contre 8e, 2 contre 7 et que juste c'est des playoffs normaux. Parce que là, parfois, c'était très très chaud et ça se joue en 3 matchs. Ouais. Tu vois. Donc, non, 2 matchs. 2 matchs avec Golden Set. Donc, Golden Set, c'est si tu gagnes 3-1, 3-0, en gros, ça vaut 3 points. Ouais. Normalement. C'est pareil en Coupe d'Europe. Et du coup, au match retour,
3-1, 3-0 pour l'autre équipe, ça fait que y a un golden set, du coup un tie-break en 15 points. Après, si par exemple tu gagnes 3-1, 3-0 l'aller, il te suffit de gagner 2-7 au retour pour être qualifié. Et du coup, c'est chaud, quoi. Enfin, c'est 2 matchs, c'est match aller-retour pour décider si tu vas en demi ou pas. Suivant les matchs qu'il y a, l'année passée, je pense au match contre Chenois, on fait 3-2 chez nous, on perd, on gagne 3-2 là-bas et on gagne golden set tie-break. Là-bas en plus. Ouais, voilà. Ouais, non, mais je veux dire, c'est pile ou face au bout d'un moment. Voilà. Donc j'espère que ce sera un truc un peu plus large avec 1 contre 8 et tout ça. On verra. Ouais. Et au niveau de la différence entre saison régulière et play-off, est-ce que tu ressens une pression différente ou le fait que tu puisses jouer ta saison sur un match? Ouais, forcément. Alors, mais moi j'adore ça. Les matchs en jeu, c'est pour ça que je m'entraîne au bout d'un moment. Peut-être aussi pour ça que tu es capitaine. Hein. Ouais, non, mais peut-être, mais c'est sûr que c'est ce que j'aime. Enfin, je m'entraîne pour ça. Je m'entraîne pas pour les matchs où ça vaut rien. Pas ça vaut rien. Tous les matchs comptent, mais le match où si tu perds, t'es mort. Enfin, t'es mort au sens figuré, mais c'est pour ça, parce que tu fais plein de sacrifices et tout, et tu penses à tout ça et tu te dis voilà, là j'ai cette pression, là il y a ce truc, c'est cool, j'ai cette boule au ventre, vas-y maintenant go, quoi. Vous faites des stages de préparation physique, mentale? Ouais, alors beaucoup de prépa physique en préparation. Ouais. Après mental, c'est un peu plus individuel. Il y a des joueurs qui en font plus, d'autres qui en font moins. Ça dépend un peu de chacun parce que de nouveau, il faut des budgets pour des préparateurs. Donc, à chaque fois qu'ils font un budget, du coup, c'est plus axé. Le budget part dans les préparateurs physiques. Oui, qui sont plus essentiels. Voilà, en tout cas, dans l'image d'aujourd'hui du sport. Et puis, c'est pour éviter des blessures, disons. Après, au niveau performance, on peut discuter. C'est plus important le mental que le physique. De plus en plus, les gens comprennent que le mental est très important. Mais au niveau blessure, tu veux éviter qu'il y ait un joueur qui puisse juste pas jouer parce que même s'il est très bon mentalement, si le mec il peut pas mettre le pied sur le terrain, c'est voilà. Du coup, on axe plus sur la prépa physique. Donc ça, on en fait beaucoup en prépa. Après, pendant la saison, c'est 2 fois par semaine et les entraînements, c'est 2 fois par jour. Ouais. Disons, soit c'est prépa physique, soit c'est technique le matin. Parfois combiné aussi les deux. Et après, entraînement d'équipe le soir. Donc le matin, technique, des fois c'est service. Les réceptionneurs, ils viennent en réception. Les passeurs, on vient faire des passes dans les paniers, en gros. Oui. Et du coup, c'est comme ça, ouais. Et toi, de ton côté, tu as justement de la préparation mentale ou tu fais rien du tout? Moi, je fais un peu, je devrais faire plus. Ouais. Mais j'essaye de faire des trucs quand même pour pouvoir rester dans le match. C'est vrai que tout ce qui est... parce qu'il y a beaucoup de facteurs à gérer. En tant que passeur, encore plus. Tu touches toujours la balle, donc il faut que tu arrives à rester dedans et pas à sortir du match. Si tu sors du match, en gros, c'est l'équipe qui est cuite, quoi, parce que tu dois toucher la balle. Donc si toi, t'es pas capable de jouer, l'équipe, elle peut pas vraiment jouer non plus. Donc j'essaye d'en faire. Je pense l'année prochaine, je vais essayer de faire pro une année pour voir. Donc... là, j'aurai un peu plus de temps aussi à côté pour le faire, même si ça prend pas énormément de temps, c'est juste des fois... Mais c'est le fait d'être régulier qui est difficile. Donc, moi, je suis conscient de l'importance de ça et je vais essayer d'en faire plus encore. Qu'est-ce que tu te dis, par exemple, quand, je sais pas, vous perdez 2-7-0 et qu'il faut essayer de motiver les autres pour remonter? Je dis ce que aux tu autres... te dis à toi et ensuite ce que tu dis aux autres. Ouais, ce que je me dis à moi à 2-0, c'est... 2-0 derrière, au final, il y a un autre set à jouer. Enfin, le set, c'est comme si c'est 0-0 et voilà. Et ce que je dis aux autres, ça dépend beaucoup de la philosophie du match. Si on est proche, si j'ai l'impression qu'on donne pas tout, il y a plein de facteurs qui vont jouer. Et si je dis, purée, les gars, là, faut qu'on se bouge. Il n'y a pas moyen, ils sont pas meilleurs que nous, c'est juste nous qui leur donnons. Je vais le dire comme ça. Si ça se joue à rien, je dis, ok, juste... On essaye d'être malin dans les situations où, quand c'est chaud, de ne pas prendre des décisions à l'arrache et de faire n'importe quoi et d'avoir au moins la bonne intention au bon moment. Après, ça passe ou ça casse et on donne tout et puis après, on fait le bilan à la fin. Donc ça dépend beaucoup de la philosophie du match, ce que je vais dire à mes coéquipiers. Ouais. Tu as parlé aussi de ton poste de passeur. Est-ce que tu peux nous expliquer vite fait les différents postes et qu'est-ce que ça signifie en gros dans le jeu? Alors, tu as 2 réceptionneurs attaquants. Qui souvent sont parmi les joueurs les plus techniques parce qu'ils doivent un peu tout faire. Donc ils réceptionnent, ils sont en réception quand les autres servent
Et après, il passe à l'attaque aussi. Donc, il tourne devant et derrière. Le seul qui tourne pas, c'est le libéro. Oui. Lui, il a le t-shirt, le maillot d'une couleur différente. Ouais. Lui, il reste que sur les positions arrière. Il attaque jamais. Si tu veux, en quelque sorte, c'est le gardien de foot, quoi. C'est le mec qui peut faire beaucoup faux, mais qui peut pas gagner beaucoup de points. Donc, et il a pas les pénaltys pour être le héros non plus. Donc c'est le poste un peu ingrat. C'est ce que mon frère faisait aussi. Eux, c'est des spécialistes réception-défense. Ouais. Donc voilà, beaucoup avec la manchette ou la défense. Ensuite, tu as les centraux qui, eux, sont souvent les plus grands. Ils sont au centre devant. C'est des spécialistes du bloc, on va dire. Ouais, les deux montagnes qui sautent. Exactement. Eux, c'est les spécialistes du bloc. Quand ils arrivent derrière, ils font leur service et après, ils sortent pour le libéro. Justement, ils ont introduit cette règle pour avoir un joueur plus technique en réception. Souvent, quand tu es grand, tu es souvent un peu moins coordonné. Ça se discute aujourd'hui de plus en plus avec les mecs que tu as typiquement au basket, des Wembanyama ou des trucs comme ça, où tu as des grands qui bougent comme mais on reste plus lent et un peu plus bateau, forcément. Voilà, exactement. En disant ça, disons-le comme ça. Mais du coup, eux, tu as cette spécialisation-là qui fait que les centraux, ils tournent avec le libéro et que le libéro passe jamais devant. Dès que lui, il est censé repasser devant, c'est le central qui re-rentre. Donc, spécialiste au bloc. Ensuite, tu as l'oppo, le pointu. Lui, c'est le plus gros attaquant de ton équipe, souvent. Parce qu'il ne réceptionne pas et il attaque derrière. Tu as les réceptionneurs attaquants qui attaquent devant. Tu as le passeur, du coup, qui peut jouer derrière lui ou devant lui. Et l'oppo, il est derrière. Lui, c'est un gros attaquant. Souvent, c'est le mec, balle difficile, on ne sait pas quoi faire, on lance sur lui. Et voilà, c'est souvent les sur lui pour débloquer la situation. C'est souvent les meilleurs scoreurs de l'équipe, en général, on va dire. Et ensuite, le passeur, ça, c'est celui qui touche toujours la deuxième balle et qui va, en gros, c'est un équivalent au foot, ce serait un numéro 10, un meneur au basket. T'orientes le jeu, quoi. Voilà, t'orientes le jeu. C'est toi qui gères, c'est toi qui décides qui attaque. Ce qui est aussi un poste, c'est pas toujours facile parce que forcément, quand tu donnes la balle à un attaquant qui fait pas le point, t'en as 3 autres qui te regardent et qui te font. Et puis tu peux frustrer les gars. Voilà, tu peux frustrer les gars. Donc t'as beaucoup aussi cette gestion émotionnelle de tes joueurs. Tu dois connaître la personnalité des gars. Donc souvent le capitaine, je suppose que c'est le passeur. Ça dépend. T'as aussi d'autres postes. C'est souvent, ça dépend un peu de la personnalité. Ok, ouais. C'est souvent celui qui tire l'équipe, ou alors c'est une question d'expérience. Le mec qui connaît le mieux et qui peut parler aux gars entre deux. Voilà. Mais les passeurs, ils ont quand même cette tendance, à être ceux qui gèrent un peu tout le monde, parce que tu dois connaître les personnalités, comment elles sont. Ok, lui. Faut qu'il ait une balle en début de match et qu'il la mette par terre. L'autre, il a besoin de beaucoup de ballons. Et lui, il bloque pas tant qu'il a pas une passe à l'attaque. Enfin, tu vois, tous ces trucs-là, tu essayes d'y réfléchir pendant que tu joues. Et des fois, est-ce que ça t'arrive de toujours lancer sur le même gars, il continue à marquer, et tu te dis, mais faudrait peut-être que je passe à d'autres, histoire qu'il soit pas là à attendre ou... Ça dépend beaucoup du moment du match. Moi, je suis un passeur qui aime varier, disons, où je vais essayer de distribuer un peu chez tout le monde pendant un moment, en tout cas, pour laisser douter le bloc adverse de où va aller la prochaine balle. Après, je suis aussi quelqu'un qui aime bien remettre quelqu'un en confiance, donc quelqu'un qui marque pas le point, je vais avoir tendance à lui en redonner une bonne dans les prochains points, histoire qu'il reste dans le match. C'est clair. Et donc en fait, tu es responsable aussi du mental des autres, quelque part. Oui, quelque part, c'est sûr. Tu dois connaître les mecs et leur personnalité. Et ensuite, celui qui marque les points, quand ça devient chaud, qu'on appelle le money time, à partir de 20, là, effectivement, tu sais quel mec. Souvent, tu connais le gars qui veut la balle et qui a tendance à marquer le plus dans ces moments chauds. Même si tout le monde sait, tu lui donnes au bout d'un moment, quoi. Enfin, on s'en fout. S'il marque le point, il faut gagner aussi. Enfin, tu peux pas non plus être l'abbé Pierre, distribué à tout le monde, et puis à un moment donné, tu perds le match. Super, t'es un gars cool. Non, t'es quand même là pour gagner. Donc, voilà, tu peux aussi choper un mec et dire, ça fait 3 bons ballons que je te donne, t'en mets pas un par terre. Tu fais quoi? Suivant le gars, comment il réagit, enfin, il y a de ça aussi. T'es quand même là pour gagner au final. Donc, en fait, en gros, tu maîtrises le jeu. Ouais, voilà. Disons que c'est le poste un peu, je dirais, le plus cérébral au volley, où tu dois le plus réfléchir. Et puis, tu as toujours un œil sur le score, à savoir, OK... Là... Voilà, exactement. Tu dois être très présent et conscient de tout ce qui s'est passé et tout ce qui est en train de se passer. Et c'est quelque chose qui te plaît, justement, d'avoir toutes ces responsabilités à gérer? Ouais, j'adore. Enfin,
moi, quand je suis parti du foot, les mecs ils m'ont dit mais t'es fou, t'es au courant que tu peux toucher qu'une fois la balle? Parce que j'étais un mec, j'étais sur l'aile gauche et j'aimais bien dribbler et voilà. Et du coup, j'aime quand même être responsable un peu du jeu. Et du coup, j'ai besoin aussi, je pense, de beaucoup toucher la balle. Après, ma taille a fait que aussi, c'était en gros libéro ou passeur. Très vite, tu sais que voilà. Sinon, faut être un monstre physiquement qui saute 1 mètre et voilà, peut-être tu peux. Mais du coup, non, j'adore ce poste, ouais. On va maintenant parler du sujet qui fâche un peu, la médiatisation du volley en Suisse. Ouais. On sait que c'est un sport qui a un peu de peine à être médiatisé. Est-ce que tu as des hypothèses déjà de pourquoi c'est le cas? Alors, je pense que c'est un sport, il y a beaucoup d'arrêts de jeu au final. Dès qu'un point se finit, c'est arrêt de jeu et on attend que le mec retourne au service. Donc, et ensuite, tu as ce problème des sets qui fait que tu sais pas la durée exacte du match. Oui. Pour la télé, typiquement. Ouais, c'est un problème. Si c'est un 5-7, bah ok, ça dure. Après, cette excuse-là, quand tu regardes le tennis, tu dis bon. Oui, ou bien même le hockey. Ouais, voilà. Ou le foot, même, tu as des prolongations, ça existe. Mais dans le sens, à la base, je pense que ça, c'est un peu leur excuse. Maintenant, j'ai l'impression que si tu veux, tu peux. Mais ensuite, c'est la popularité du sport, tout simplement. Tu as d'autres sports qui sont en Suisse. En plus, tu as l'hiver, donc la saison de volley, tu as le ski, tu as le hockey, tu as le foot qui joue encore. Et après, tu as justement ceux qui se battent pour de la médiatisation, le basket, le hand, le hockey et le volley. Les sports qui se battent pour les miettes. Ouais, voilà, qui se battent pour les miettes qui restent. Donc, tu as 4 pour les miettes qui restent et tu as les 3 gros. Voilà, maintenant, je me demande avec toutes ces chaînes privées de plus en plus, où tu as des chaînes payantes pour regarder le sport, est-ce que les chaînes comme la RTS, elles commencent à diffuser les finales, à montrer même avant, dès les demi-finales, les finales de Coupe de Suisse et tout ça, ça y montre. Ouais, elles commencent aussi à moins avoir l'argent pour le foot, typiquement, voilà. Donc il y a peut-être une place qui se libère. Tu vois, est-ce qu'ils ne peuvent pas commencer à montrer ça depuis plus tôt? Et après, le seul truc, il faut que les gens regardent quand c'est à la télé. Mais peut-être il faut mieux leur expliquer le sport. Effectivement, c'est compliqué. Tu as ce mec qui est au maillot différent. Après, tu as ces règles des 3 mètres et tout. Il faut, je pense, des spécialistes aussi qui, quand tu regardes, des mecs qui expliquent bien ce qui est en train de se passer sur le terrain. Après, il y en a à la RTS et tout. Je sais que c'est Julien Carrel qui commente souvent. Un ancien joueur au Luc. Donc, c'est de bonne qualité le commentaire. Ouais, exactement. Okay. Donc, il y a de quoi faire. Après, typiquement, quand c'était la télé ou quoi, je ne sais pas exactement qui sont les spécialistes qui montent, mais eux, c'est ceux qui sont venus cette année en Coupe d'Europe. Et j'ai l'impression que la RTS venait peut-être même un peu plus avant, de temps en temps, au match, montrer un truc et faire au moins que tu passes dans Sport Dimanche ou des trucs comme ça, où aujourd'hui, il n'y a pas forcément... le journaliste qui venait tout le temps pour le 24 heures, je crois qu'il est décédé récemment. Et du coup, pareil, on n'a pas de... Du coup, on a moins... Il faut des passionnés qui viennent qui disent, moi, je fais un article dessus. Ils disent à leurs collègues, non, mais les gars, le volley, ça vaut la peine. C'est pas si nul, ou ils jouent eux. Et du coup, c'est clair que c'est problématique, parce que ça te pose des problèmes pour tout ce qui est sponsoring, et du coup, pour les budgets des clubs. Après, c'est un peu un cercle vicieux. Ouais, c'est ça, exactement. Et après, tu as ce problème du championnat où il y a peu d'équipes aussi. Oui. Et du coup, les matchs, c'est les mêmes. Ça arrive que tu joues 3 fois avant les playoffs les mêmes équipes. Donc, ça aussi. Mais après, de nouveau, au hockey, c'est pareil. On s'entend. Il y a des solutions, je pense, mais ça, c'est les raisons que je vois. Et après, les autres raisons, c'est juste, faut que l'équipe nationale fasse quelque chose. Ça passe toujours par là. Au final, les gens, ils commencent à regarder parce qu'ils sont fiers et patriotiques et qu'ils se disent, oh, trop bien, en fait, on fait quelque chose dans ce sport. Tu vois ce qui se passe en France, voilà, c'est ça. T'sais. Et encore, là-bas aussi, ils ont des problèmes de médiatisation, mais maintenant, il y a beIN Sport et tout qui s'intéresse à la première division, mais ça passe par l'équipe nationale qui doit faire quelque chose, à mon avis. Et pourtant, je trouve que c'est assez contradictoire parce que on en parlait avant de commencer l'émission, mais dans notre entourage, il y a plein de gens de notre âge qui commencent le volley, etc. On a l'impression que c'est plus... ils aiment le faire de leur côté, et ensuite, ça regarde peut-être pas forcément la télé ou... Ouais, 100%. Je pense que c'était ça, c'est ce que je te dis, avec les arrêts de jeu et tout, ça peut être lent à regarder. Enfin, les gens, déjà, ils regardent de moins en moins. Donc, les foot, ils ont des problèmes aussi. Oui, tout le monde a des problèmes de base. Donc ça, voilà, c'est la nouvelle génération où tu as de moins en moins d'attention, où tu
t'es tout le temps en train de scroller, donc te poser 1h30 devant un match, ça embête les gens, quoi. Pourtant, c'est pas faute d'avoir un sport spectaculaire quand même. Oui, non, c'est sûr, mais c'est ça, souvent, les gens, ils viennent au match à Dorigny, ils disent « Wow, purée, en fait, ça frappe fort, c'est impressionnant, c'est trop cool, je vais revenir. » Souvent, c'est ça. En fait, c'est trop bien, je vais revenir. Et maintenant, en plus, il y a de l'ambiance, là, à Dorigny. Gentiment, il y a pas mal de potes de sport qui viennent et qui ont fait un espèce de COP, on va dire. Et du coup, ça met de l'ambiance. Hein. Ouais, non, mais c'est clair. Moi, ça fait longtemps que j'essaye de... Enfin, pas longtemps que j'essaye de l'amener forcément directement, mais que j'aurais envie de ça. Là, j'ai un peu discuté avec eux. Ils étaient chauds. Il y a des mecs qui sont au tambour aussi dans d'autres sports, du coup, qui ont l'habitude de le faire. Et du coup, ça amène cet engouement. Et ça amène aussi du monde. Et les gens, ils viennent et ils disent « Ah ouais, purée, c'est quelque chose. » T'as un spectacle autour en plus. À la télé, effectivement, t'as moins ce truc-là. Enfin, tu vois, c'est comme quand tu vas voir un match au LHC, voilà, t'as cette ambiance autour qui est trop cool. Et après, à la télé, c'est les passionnés qui regardent. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, mais déjà, s'il y a plus de monde dans les salles, tant mieux. Et puis après, au fur et à mesure, je pense que ça se fait comme ça. Après, tu te rends compte que les gens s'y intéressent. Et oui, énormément de gens jouent de plus en plus. Ils aiment bien. Mais il faut quelqu'un les amène au match ou il faut qu'ils passent par là pour ensuite dire « Ah, je m'intéresse au championnat. » Est-ce que vous travaillez par exemple avec l'UNIL pour faire venir des étudiants au match ou des trucs comme ça? Alors, on a pas mal d'accès à l'Uni où on peut justement, on met nos affiches et tout dans l'Uni. Je pense qu'on peut faire plus encore à ce niveau-là. Alors, le gros avantage, étudiants, ils ont l'entrée gratuite. Oui, donc il n'y a pas de raison de ne pas venir. Hein. Voilà, étudiants Uni EPFL, ils ont l'entrée gratuite. Maintenant, quand tu vois le nombre d'étudiants et le nombre qu'il y a au match, tu dis, et le nombre qui potentiellement aiment quand même bien le volley, tu te dis, est-ce qu'on ne foire pas quelque part au niveau de la com ou ce qui se passe? Je pense qu'il faudrait peut-être aller dans les auditoires. Ça dépend beaucoup des facultés. L'Union Sport, tu sais que tout le monde sait. Voilà. Et puis après, maintenant, il y a de plus en plus quand même. On commence à avoir des contacts dans les comités des autres facs. Et du coup, ça va venir, je pense. Mais ça se construit là, c'est en construction. Et avec les nouveaux médias, YouTube, TikTok, il y aurait moyen de faire quelque chose autour de ça? Ouais, alors là, franchement, on commence à poster très régulièrement, en tout cas sur Instagram. Ça a aussi pris pas mal d'abonnés dans les dernières années. Donc ça, c'est cool. Ouais. Après, voilà, il faut que ce soit aussi des gens de la région qui s'abonnent. Parce que peut-être c'est juste des passionnés de volley. Il y a quand même une sacrée niche au volley, même internationale, qui veulent juste voir des vidéos de volley. Donc ils viennent pas au match potentiellement, ou ils n'ont pas accès à la RTS ou des trucs comme ça. Mais je pense que ouais, c'est quelque chose à faire et à faire aussi pour typiquement parler aux sponsors. Et je pense que les sponsors, on a cet avantage de une communauté universitaire. Et je pense que c'est intéressant pour beaucoup de monde, pour les sponsors typiquement. Mais de toute façon, aujourd'hui, c'est voilà, la visibilité. Peu importe ce que tu fais, t'es obligé d'être présent partout sur les médias. On le voit nous aussi, donc... Ouais. Sinon, c'est quasiment impossible. T'es invisible. Ouais, c'est ça. Et rapidement, par exemple, je sais que c'est un peu plus populaire en Suisse allemande. Ouais. Est-ce qu'il y aurait des choses à prendre de ce qu'ils font eux? Alors, je pense qu'ils ont des clubs comme Amriswil et Schönenwerd, typiquement. Ils ont le gros avantage d'être un peu loin des grandes villes. Ils sont pas directement c'est le club du coin et il y a tout le monde qui va. Exactement. Tout le monde va. Et du coup, tout le monde donne de l'argent aussi. Et à force de petits sponsors, d'un coup, tu as beaucoup d'argent. T'as des gros qui s'intéressent aussi parce qu'il y a plein de monde. Il y a une salle pour le volley. Tu viens, il y a un truc. Il y a plein de trucs où il faut s'inspirer, c'est sûr. Pour professionnaliser le truc, c'est un coin VIP où voilà, là-bas, c'est carrément, tu viens manger. T'as les trucs qui sont vitrés. Les gens, ils viennent, ils font des réseautages. Enfin, c'est un autre niveau. Donc, c'est sûr qu'il y a de l'inspiration à prendre de là-bas. C'est leur endroit pour faire des rencontres de toute façon. Donc, voilà, exactement. Donc... Est-ce qu'il faudrait peut-être pas délocaliser le Luc, je sais pas... à la Vallée de Joux Ouais, non, mais c'est ça, c'est sûr, tu regardes même Cheseaux. Hein. On en parlait avec des potes là hier soir, parce qu'on a joué au 3-3 justement, et ils me disaient Cheseaux, c'est plein à chaque fois. Ouais. Mais parce que voilà, c'est un peu plus loin, et du coup, tous les villages autour, ils s'intéressent à ça et ils vont voir. Alors, je pense qu'il y a quelque chose à faire aussi, même à Lausanne, dans le sens où voilà, t'as Tuilière, c'est le haut de Lausanne, t'as Malais, voilà, c'est par là-bas, c'est le centre, et puis après, tu as tout ce qui est l'ouest, et tous les étudiants, tu peux les choper. Donc, il
il y a quand même une grosse communauté que tu peux aller chercher. Mais moi, l'autre inspiration, ce serait les États-Unis, au niveau du club universitaire. Tu sais. De dire, bah voilà, c'est le club de votre uni, venez voir, tu vois. Au lieu de plus que Lausanne, après, Lausannois, bah tant mieux. Les Lausannois, ils viennent aussi. Mais effectivement, ils ont peut-être déjà leur autre sport. Maintenant, les universitaires, tu vois, ils ont le club de leur uni. Là, je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher. Après, il y a des rivalités à créer, c'est ça qui amène du monde aussi aux États-Unis. Oui, c'est ça, c'est rivalité entre unis, mais eux, après, ça devient leur club, donc c'est les rivalités contre les autres clubs, si tu veux. On joue quand même Genève, enfin, il y a des trucs il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire, c'est sûr. Après, faut pas que ça déborde non plus, tu vois, c'est pas le but. Tant mieux si ça reste un sport, voilà, exactement. Mais non, mais c'est cool. Franchement, là, comme ça s'est développé, il y a des images en Coupe d'Europe où ça fait longtemps que j'ai pas vu une ambiance comme ça en tout cas dans un match comme ça, peut-être dans les finales, match 5 des finales, bah ouais, là d'un coup tout le monde vient. Et c'est ça l'autre truc que Luc doit retrouver, c'est le haut niveau. Voilà, le haut du tableau, exactement. Ouais. Et du coup, si je veux être un aigri ultime, vas-y. Et toi tu dois essayer de me motiver à venir au volley, qu'est-ce qu'il faut que je vienne voir au volley? Qu'est-ce qu'il faut que tu viennes voir? Pourquoi il faut que je vienne au volley? Pourquoi il faut que tu viennes voir? Bah justement, je pense pour déjà te rendre compte de ce que c'est du haut niveau, de venir voir juste la puissance des attaques et tout ce qui se passe. Et au-delà de ça, c'est après essayer de comprendre un peu ce qui se passe dans le jeu. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs où tu comprends pas tout, mais si tu arrives à t'y intéresser un peu plus, tu dis, ah ouais, purée, il y a quand même énormément de tactique qui est mis en place aussi. Et du coup, quand tu commences à te passionner pour ça, bah, ça devient un sport hyper intéressant. Mais à la base, déjà, à Lausanne, maintenant, venir pour l'ambiance, tu viens avec tes potes, tu viens boire un truc, c'est cool. C'est ça, et puis pour la boisson, voilà, exactement. Suivant les mecs, voilà, je vous juge pas, les deux, mais suivant les sections, ouais. Mais c'est ça, tu viens boire un truc avec des potes et le samedi à 17h. Après, tu vas en ville, tu fais ce que tu veux, tu vas manger un truc. Genre, c'est cool, tu sais. C'est une activité cool à faire un samedi après-midi. Donc, pour moi, c'est avant tout ça. Et tu commences avec l'ambiance, après, tu viens voir le volley, après, tu t'intéresses plus au volley. Et puis, de fil en aiguille, je pense qu'il y a peu de chances que tu n'aimes pas le sport. C'est ça. Okay. On va passer maintenant à la dernière section, la suite. Qu'est-ce qu'on peut déjà te souhaiter pour la prochaine saison à venir? Alors, pour la prochaine saison, continuer de progresser et faire un maximum de bons matchs et puis après, voir jusqu'où ça nous mène. Espérer qu'il n'y ait pas de blessures dans l'équipe, forcément, parce que on est vite dépendant de ça aussi. Quand tu as des budgets comme ça, forcément, tu as les joueurs importants, faut pas qu'il y ait de blessures. Et ensuite, moi, idéalement, l'équipe nationale l'année prochaine, pour ces championnats d'Europe, si on arrive ou ils arrivent, suivant la sélection, à se qualifier cet été. Il y a de bonnes chances ou ça va être compliqué? Je crois que là, ce qui va être compliqué, c'est que les Espagnols reviennent tous. Ils n'étaient pas tous là l'année passée. Je ne sais pas exactement les raisons. Il y a beaucoup de joueurs qui manquaient des gros championnats. Et là, potentiellement, il y a tout le monde qui va revenir. Et du coup, je pense que ça va être difficile contre eux. Du coup, il faut battre la Suède. C'est un groupe A3, du coup. Groupe A3, exactement. Et je crois que tu as les meilleurs deuxièmes. Alors là, je me suis pas encore informé. Il faut que je regarde avant cet été. Mais je crois que c'est les meilleurs deuxièmes aussi qui passent après. Ou des barrages. Mais en tout cas, les premiers directs. Et puis après, dans tous les cas, système comme ça. De toute manière, il ne faut pas finir troisième, on va dire. Et puis après, nous, pour le Luc, c'est espérer rejouer un peu une finale. On aura une équipe très jeune. On verra ce que ça donne. Mais on a un nouveau coach, de nouveau un Italien, avec qui on bosse déjà maintenant, qui était l'assistant cette année. Donc ça c'est cool, je sais qu'on va travailler. Et on verra jusqu'où ça nous mène. Mais on se réjouit en tout cas. Et dans un futur plus lointain, tu devrais aller jouer à l'étranger, par exemple, c'est un objectif ou pas trop? Alors, plus qu'un objectif, c'est un rêve, on va dire. Là, ces 2 dernières saisons, c'était plus compliqué. En fait, on était 2 passeurs, les 2 jeunes. Sur les 3 en équipe nationale, on était 2 à Lausanne. Du coup, on s'est beaucoup battu pour la place l'année passée. Cette année, dès le début, on m'a annoncé c'est l'autre qui va jouer. Donc, si tu veux, j'ai 27 ans cet été. Aller jouer à l'étranger, il faut voir à quel point c'est réaliste.
Oui. Maintenant, si un jour une opportunité se présente, comme je dis, t'as qu'une chance dans la vie, donc j'y réfléchirai assez sérieusement. Et puis après, ce sera le monde pro. Enfin, ce sera aller travailler et tout. Je vais finir enseignant prof de sport, donc ça va être cool aussi, quoi. Donc on verra bien, et je pencherai toujours un peu autour des terrains de volley, quoi qu'il arrive. Trop bien. Ouais. Ça s'oublie pas. Non, c'est ça. Si jamais on veut te suivre, où est-ce qu'on peut le faire? Alors, sur Instagram, du coup. On mettra tout sera dans la description. Okay, parfait. Après, on fait, il y a le YouTube de Mathias, là, où je passe dedans de temps en temps. Lui, il est youtubeur, donc il y a des extraits où je passe. On a une marque ensemble, donc là aussi, il y a des choses à voir où nous, on parle un peu de... en fait, c'est un message qu'on essaie de transmettre, donc on passe assez souvent aussi sur ces réseaux-là. De Bilos, du coup, sur Instagram, et Mathias sur YouTube. Ouais. Et sinon, je pense que c'est à peu près ça. Et puis après, en venant voir les matchs. En venant voir les matchs, et si on nous met à la télé, peut-être là-bas aussi. Et on verra. Mais ouais, c'est ça, en gros. Ouais. C'était très bien, merci beaucoup. Merci à vous, c'était cool. S'il y a d'autres athlètes qui aimeraient rejoindre et participer à notre émission, je vous laisse nous contacter par email. Vous pouvez sans autre regarder cet épisode sur YouTube, ainsi que les autres d'ailleurs, sur Spotify et sur Apple Podcast. Je remercie l'équipe technique. Maxime, merci beaucoup. Merci à toi. Merci au restaurant Al Cilento qui nous donne du soutien. Et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode.